Bonjour à tous, je suis Nightmare et bienvenue dans cette deuxième partie du bilan de l'année 2022. Dans cette vidéo, on va se pencher sur ce que l'année 2022 aura proposé de mieux en termes de films et de séries à mes yeux. Et comme pour la vidéo flop, cette vidéo sera divisée en 3 chapitres. Le top série, la partie positive du bof film, et pour terminer, le fameux top 20 avec ce que je considère être comme la crème de la crème de cette année. Petit point sur l'avenir de la chaîne avant de commencer, 2023 sera l'année du reboot de la chaîne. S'il y a bien un point positif à tirer de cette non-année de productivité contre mon gré, c'est que j'ai pris la peine de penser certaines vidéos et de préparer certains nouveaux concepts, comme par exemple la chasse à l'animation dont vous pouvez déjà retrouver l'épisode 1 sur la chaîne. Mais il y aura aussi d'autres concepts sur la chaîne, des chroniques, des mashups, ne vous inquiétez pas, je ne compte pas me limiter à un seul concept. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais j'espère que les futurs projets vous plairont. Pour le moment, il est surtout l'heure de parler de ce que j'ai aimé en 2022, et on commence avec le top série. Si vous n'avez pas vu la vidéo flop, je vous rappelle un peu les règles. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, pour le top série et le bof film, mon avis sur chaque série et chaque film sera condensé en 2-3 phrases. J'ai donc 11 séries dans mon top, et on va aller de la 11e à la première. C'est parti! Dragon Age Absolution, une petite série d'animation Netflix qui, à mon sens, aurait gagné à s'étendre sur quelques épisodes de plus pour pouvoir pleinement apprécier l'univers et les personnages, surtout avec le cliffhanger qu'elle propose. Mais en tant que telle, ça reste quand même une bonne série assez cool, plus simple pour le côté queer qui fait plaisir. Lapin Samouraï, les chroniques d'Usagi saison 2. Encore une fois, la saison 1 n'était pas une mauvaise saison en soi, juste une saison qui manquait cruellement de personnalité. Mais cette saison 2 a su trouver un peu plus son identité, et ça fait plaisir. Surtout avec son climax mi-Avengers, mi-Godzilla, franchement c'était bien fun. Baymax. Le concept de la série est simple mais vraiment cool, et là encore comme beaucoup de séries d'animation qu'a pu proposer Disney cette année, c'est vraiment dommage que la série soit si courte, surtout quand le concept donne une série éducative qui permet d'aborder tout un tas de thèmes comme la surcharge mentale, le traumatisme, les premières règles ou encore la peur du changement. La série pouvait facilement durer 40 épisodes sans que le concept ne s'essouffle, alors j'espère que Disney réussira à l'exploiter un peu plus à l'avenir. She-Hulk Avocate. Je dois être, je pense, l'une des rares personnes à avoir véritablement apprécié cette série. Est-elle irréprochable? Clairement pas. Est-elle foncièrement mauvaise? Non plus. Ouais, clairement j'ai pas décidé de me mouiller sur celle-ci. C'est juste une série que j'ai trouvée cool. Mais j'avoue que ma plus grosse fascination vis-à-vis de cette série restera son final. Je ne sais pas si c'est du génie absolu ou de la connerie pure. Probablement un peu des deux. Cars sur la route. De tout ce que la licence Cars a pu proposer pour étendre son univers, cette série est ce qui se rapproche le plus de l'essence du premier film à mon sens. C'est une série avec une vibe profondément feel good, où l'on prend plaisir à suivre nos protagonistes se balader de péripétie en péripétie. Et cette vibe feel good, c'est le truc qui fait de cette série la meilleure série animée qu'a pu proposer Disney+ en 2022. Mercredi. Une série pas de Tim Burton. Il est toujours bon de le rappeler. Oui, parce qu'à la manière de l'étrange Noël de Monsieur Jack, cette série a été vendue comme l'œuvre de Burton, alors qu'il n'a réalisé que la moitié de la série. Mais enfin, Mercredi a toujours été le meilleur personnage de l'univers de la famille Addams, et cette série le prouve là encore. On peut lui reprocher à juste titre de se coltiner les clichés teenagers des séries Netflix, mais j'apprécie l'idée de confronter un personnage aussi détaché des conventions sociales comme Mercredi à tous ses codes narratifs. Bien sûr, ça n'est pas parfait, mais j'ai clairement pas boudé mon plaisir, et ce serait mentir de dire que j'ai pas hâte à la saison 2. Romantic Killer, un animé sorti sur Netflix qui partait extrêmement mal avec son postulat ultra toxique et malsain. Pour vous la faire courte, un esprit magique veut forcer une jeune femme aromantique à se caser avec un mec. Dit comme ça pue la merde. Mais très vite, la série prend un tout autre tournant, et ce grâce à la forte personnalité très attachante de la protagoniste. Et on se retrouve très vite devant une série tranche de vie très feel good qui prône le respect de l'autre, et ça fait du bien. Sonic Prime. Le mot d'ordre de cette année, c'était visiblement multivers, car il n'y a pas que Marvel qui en a proposé un. Et clairement, la série Sonic Prime a proposé cette année l'une des meilleures histoires de multivers. Les univers alternatifs sont très intéressants et très riches, tout comme le développement des versions alternatives des personnages, et avec l'un des cliffhangers les plus efficaces de cette année, car j'ai pas envie d'attendre pour voir la suite. Je veux voir ça maintenant.
Cyberpunk Edge Runners, une série d'animation en tout point irréprochable, proche de la perfection en termes de direction artistique, avec des enjeux et des personnages forts. Beaucoup de moments marquants, mais la série ne pouvait pas être ma série de l'année en me faisant le coup de Trafalgar de tuer mon personnage préféré à littéralement 5 minutes de la fin. La pilule a encore du mal à passer. Le Cuphead Show, 3 saisons sorties cette année, un sans faute sur toute la longueur. Une série qui sur le fond comme sur la forme a compris en quoi les vieux cartoons de Disney, Warner, Hanna-Barbera et autres font partie de ces œuvres à la forme intemporelle. Le tout avec des touches de modernisme bien pensées qui en font une véritable pépite. J'apprécie autant les épisodes à part que ceux qui créent une continuité. C'est la série la plus réussie que j'ai vue cette année, mais il y a une série que j'ai quand même un tout petit peu plus appréciée. Et cette série, c'est Dead Alive saison 4. Dead Alive, je comprends facilement que ça ne parle pas à tout le monde, mais pour que vous compreniez bien mon rapport avec cet animé, c'est avec cet animé et Sword Art Online qu'au lycée j'ai replongé dans la Japanimation. C'est un de mes petits chouchous, au concept, je l'admets, aussi absurde qu'hilarant tant il est appliqué de manière jusqu'au boutiste. Et oui, c'est en partie de cet animé que je tire mon pseudo grâce au personnage de Kurumi Tokisaki, dont le nom d'esprit est Nightmare. J'adore ce personnage, et enfin la série s'est enfin recentrée sur elle, et tout le développement qu'il lui a apporté n'a fait que renforcer l'amour que je porte à ce personnage. Et il n'y a pas que ça, hein. Les enjeux de cette saison sont vraiment forts, avec là encore un cliffhanger qui m'a complètement retourné la tête. Je sais que c'est un animé qui ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, il s'est imposé avec cette saison 4 comme la série que j'ai le plus appréciée en 2022. Voilà donc pour les séries que j'ai le plus appréciées cette année. Maintenant, passons du côté des films en commençant là encore par le bof film. Et on va commencer ce bof film par une petite trilogie de films que je pourrais renommer en la trilogie du « J'ai été un peu déçu, mais je veux revoir ces films pour essayer de mieux les apprécier ». C'est parti! Nope. Peut-être le Jordan Peele que j'apprécie le moins car à l'inverse de Get Out et Us qui étaient très directs dans leur message et intention, Nope traite ici du pouvoir des images en parallèle de son intrigue et le résultat ne n'est pas très harmonieux à mes yeux, bien que paradoxalement, les images de ce film marquaient énormément. 3000 ans à t'attendre. Je dois bien reconnaître que je n'ai pas eu toutes les clés de compréhension durant mon visionnage sur grand écran, ce qui m'a laissé quelque peu perplexe, d'où le fait que je souhaite le revoir. Mais ce qui m'a avant tout déçu dans ce film, c'est que, bien que ce soit en raccord avec ses intentions, je n'ai pas vraiment apprécié la narration omniprésente. Je n'aurais pas été contre le fait que George Miller laisse ne serait-ce qu'un tout petit peu respirer son film en laissant les images somptueuses qu'il a imaginées ici raconter d'elles-mêmes l'histoire. Guillermo del Toro's Pinocchio. Là j'avoue, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai pas adhéré à la proposition. Je veux dire, Guillermo del Toro, de la stop motion, rien que ce combo suffit à me faire fantasmer. Et pourtant j'ai juste bien aimé. À part la fin que je trouve particulièrement déprimante, je comprends juste pas. Hocus Pocus 2, une suite dispensable et moins bien que l'original, mais qui conserve pour autant une énergie similaire à ce dernier, tout en apportant juste ce qu'il faut de bonnes idées pour ne pas tomber dans le piège bête et méchant du copier-coller 20 ans après. Adam à travers le temps. Agréablement surprise de voir qu'après nombre de films où Ryan Reynolds s'était limité à faire du Deadpool-like, ce dernier a enfin pris la peine de jouer un rôle plus calme, plus nuancé et moins bouffonsque. Et rien que pour ça, je veux bien pardonner beaucoup à ce film, surtout ses limitations budgétaires qui se ressentent beaucoup par exemple dans les décors. Firestarter. Je n'ai pas lu l'œuvre de Stephen King, donc je n'ai pas pris ce film comme une adaptation, mais comme un petit film fantastique, avec quelques légères touches horrifiques et un casting ma foi fort sympathique. Rien d'exceptionnellement réussi ou raté dans ce film sans prétention, hormis la musique vraiment cool signée John Carpenter. Buzz l'éclair. Un des films les plus faibles des studios Pixar, pourtant pétri de bonnes intentions, rempli de bonnes idées et offrant certains visuels magnifiques. Mais tout cela est amoindri par des touches d'humour contre-productives, quelques problèmes de continuité et surtout une introduction autodestructrice dont il faudra absolument que je vous parle dans une vidéo dédiée. Le pharaon, le sauvage et la princesse. Michel Oslo qui revient nous proposer un nouveau recueil de contes sublimé par ses visuels dont lui seul a le secret. Mais les 10 histoires sont connectées par le fil rouge superficiel d'une narratrice qui introduit le film ainsi que chaque histoire, mais sans apporter de réelles conclusions à ces dernières ou juste au film en lui-même. Catwoman Hunted. Le meilleur DTV DC Animation de cette année est japonais, qui plus est centré sur un autre personnage que les 4-5 qui occupent le premier rôle 90% du temps, et ça fait plaisir.
D'autant plus que la plupart du temps, ce comic book movie est plus proche du film de braquage qu'autre chose. Dommage que le climax soit mal dosé en termes de péripéties, et pour la présence modérée et donc plus acceptable de cel shading. Je vous l'ai dit, c'est vraiment le fléau de cette année. Coati, petit film d'animation sud-américain qui, s'il ne brille pas par l'originalité de son histoire et qui comporte quelques facilités un poil grossières, se rattrape parfaitement avec sa direction artistique tout bonnement somptueuse, un petit plaisir qui s'apprécie à sa juste valeur. Prey. Predator est une saga qui me laisse assez indifférente et sur laquelle je ne suis même pas à jour à vrai dire. Et pourtant cet opus fut une vraie bonne surprise proposant un parallèle intelligent au premier film dans un environnement permettant de cumuler les couches de messages progressistes. Mais le film n'est pas plus haut car beaucoup trop de morts que le Predator offre à l'écran terminent dans le flou de l'image comme pour édulcorer le résultat ou faire cache-misère sur un budget insuffisant. Mais ça reste assez cool. Le monstre des mers. Tout le monde l'a dit et je ne ferai pas exception, ce film c'est la version créature marine et pirate de Dragon. Et prendre un bon film comme référence, ça a de grandes chances de donner un bon film, et ici c'est le cas, mais le revers de la médaille que ce film a reçu, c'est que de fait, avant d'être un bon film, il est surtout une bonne copie d'un bon film. Black Panther Wakanda Forever. Un film malade qui souffre indéniablement de la mort de Chadwick Boseman et où toutes les décisions prises pour scénariser ce film ont été prises dans la douleur et avant tout dans le respect de feu T'Challa, quitte à ce que le film boite. Mieux vaut ça plutôt qu'une résurrection numérique cringe ou un recast malaisant, mais les séquelles sont là. On les voit, et elles n'aident pas vraiment le film. Crypto et les super animaux. Remettre sur le devant de la scène le personnage de Crypto malgré l'absurdité d'un tel personnage, c'était un pari risqué, et au final, plutôt réussi. Cette comédie animalière super-héroïque fonctionne bien dans l'ensemble, mais on regrettera la VF parasitée par des star talents qui vont de « j'essaye d'incarner le personnage comme il faut » à « je tords le personnage pour y insérer mes catchphrases ». Moi qui pensais que cette époque marquée par Jamel Debbouze était révolue. Icar. Je vous en ai déjà parlé un peu plus en détail dans le premier épisode de Chess Animation, je vous renvoie donc vers cette vidéo pour en savoir plus sur ce film. Samurai Academy. Au-delà d'être le nouveau film par le réalisateur du Roi Lion, comme se sont gargarisés les bandes annonces, c'est avant tout un remake déguisé du film Le shérif est en prison de Mel Brooks. Et pour cause, ce film est aussi écrit par Mel Brooks. Un film qui tend vers la parodie, donc moi qui en suis particulièrement friande, et dont je suis apparemment l'une des rares à avoir véritablement été réceptive au délire. Les Mignons 2, il était une fois Gru. J'apprécie la saga Moi Moche et Méchant, surtout quand elle se conjugue au passé. Si j'apprécie le film originel ainsi que son spin-off préquel centré sur les mascottes de la licence et du studio Illumination, je n'en dirai pas autant des suites. Comprenez par là que le 4ème opus, ce sera sans moi. Mais pour en revenir aux Mignons 2, c'est l'une des rares fois où l'exercice complexe du préquel a été véritablement réussi à mes yeux. Possiblement mon opus préféré de cette franchise, et ça aurait été bien que la saga se termine là-dessus. Ours polaire. Un nouveau documentaire Disney Nature, branche de Disney qui n'a jamais été mise en avant, et à tort. Ces films étant de vrais exercices de narration portés sur des images toujours somptueuses. Faites-moi confiance et regardez-les. Ça vaut tous les remakes live que Disney a et pourra faire à tout jamais. Et si celui-ci est par moments un peu confus dans sa narration, l'émotion qu'il dégage est aussi intense que son message est alarmiste. The Northman, un film intense sur une quête de vengeance qui n'oublie pas que cette dernière ne mène qu'à la destruction, le tout porté par une image puissante et une violence enragée. Si on essaye de tendre vers l'objectivité, il s'agit sans doute d'un des films phares de 2022, mais il n'est que dans le bof car c'est juste pas le genre de film que j'aurais envie de revoir tous les 4 matins. Scooby-Doo, la mission d'Halloween. Si vous êtes sur Twitter, vous avez forcément entendu parler de ce film après que des extraits montrant le personnage de Vera croché sur une autre femme furent diffusés. Mais comme c'était sur Twitter, c'était surtout beaucoup de vent brassé par des moulins à vent conservateurs. Et si ce développement de personnage est la bienvenue au même titre que le nouveau personnage de Coco Diablo, c'est bien l'idée de base que j'apprécie le plus, une forme de « et si le monde n'avait plus besoin de nos protagonistes ?» La licence n'a à ma connaissance jamais encore passé cette étape, et le pari est réussi, même si le scénario finit par revenir dans les sentiers battus. Hopper et le hamster des ténèbres. Une fois passé à la blague du concept assez absurde décrit dans le titre du film, on découvre un sympathique film d'aventure, peut-être un poil trop rapide par moment, assez conventionnel dans l'ensemble, mais avec quelques touches qui viennent déconstruire le classicisme de ce genre d'histoire et qui sont pleinement la bienvenue. C'est une bonne surprise en soi que je reverrai avec grand plaisir. Jurassic World Dominion. Visiblement la cible numéro 1 du YouTube Ciné, communément admis comme l'un des pires films de cette année. Et j'avoue ne pas vraiment comprendre.
peut-être parce que je n'ai pas de nostalgie particulière envers la saga Jurassic Park, et... Quoi ? Je la regarde pas comme ça. J'ai dû faire ma culture cinématographique toute seule, et le daron préférait être toxique plus qu'autre chose. Bon, bref, je m'égare, mais même si je reconnais que cette conclusion loupe certaines occasions en or, elle offre tout de même des réflexions en accord avec les deux précédents films, et un divertissement, ma foi, assez efficace à mes yeux. Vesper Chronicles. Une proposition de SF franco-lituanienne totalement respectable. Une dystopie aux touches organiques très prenantes qui joue habilement avec ses limites budgétaires. Même si j'aurais voulu que le film puisse en montrer un peu plus, jamais il ne sonne comme fauché. Et si une suite se met en chantier pour en raconter un peu plus sur cet univers, moi je signe direct. Le dragon de mon père. Une aventure là encore portée par un univers graphique merveilleux dans tous les sens du terme, une belle amitié au cœur d'un récit prenant. Je trouve juste ça un peu dommage que le cœur du film, bien que réussi, sonne moins intense d'un point de vue émotionnel que son introduction et sa conclusion, qui sont très à part du reste du récit. Moonfall. Là encore une cible de choix du YouTube Ciné accusant le dernier film de Roland Emmerich de placer les complotistes comme véritables héros de ce récit, oubliant au passage que cela fait entièrement partie du cinéma d'Emmerich de piocher dans les théories du complot pour offrir des scénarios prétextes à 2 heures de destruction porn. Quoi, les gens ont oublié que c'est le même réalisateur qui nous a offert 2012 par exemple ? Donc oui, Moonfall est un film au scénario débile, mais qui n'est qu'un prétexte pour Emmerich pour tout détruire avec ce qui lui tombe sous la main. Et ça, c'est diablement réussi. Les Gardiens de la Galaxie, joyeuse fête. La plus grande force cette année chez Marvel ne se trouvait ni dans les séries, ni dans les films, mais bien dans les specials, avec ici un joli moment purement dans l'esprit des fêtes de fin d'année, à la fois drôle et touchant, et qui offre même l'un des plus beaux moments autour du personnage de Star-Lord. Ça n'avait pas la prétention d'être autre chose, et la promesse a été pleinement tenue. Dragon Ball Super, Super Héros. Un film purement fanservice, et si je le classe aussi haut, comprenez bien que j'y étais totalement réceptive. Un film assez frais qui se concentre sur d'autres personnages que les habituels Goku et Vegeta, ce qui est toujours appréciable pour apporter un peu de sang neuf, mais le plaisir a été quelque peu gâché par l'animation entièrement en cel shading. On y revient encore et toujours à ce sempiternel fléau. Balle perdue 2. Un deuxième opus supérieur au premier en termes d'action, de mise en scène et d'inventivité. Avec ce film, Balle perdue semble s'imposer comme l'une des nouvelles sagas d'action phares du cinéma français et malheureusement exclusivement sur Netflix. Ce deuxième volet sonne plus comme un film de transition vers un troisième qui servirait de conclusion, mais la proposition est tellement généreuse que l'on passe rapidement outre ce défaut vraiment infime. Sonic 2. Rattraper le premier film de cette saga aura été une vraie surprise pour moi tant je ne m'attendais pas à adhérer à la proposition. Et ce second volet est là encore selon moi meilleur que le précédent, décuplant enjeux et scènes d'action tout en multipliant les bonnes idées. C'est dingue d'avoir d'aussi bons films avec une formule aussi fainéante sur le papier, en espérant que cette dernière évoluera un peu dans le troisième film. Scrooge, un méchant de Noël. Une nouvelle version de cette histoire ô combien universelle et appréciable. Si elle n'est pas surprenante d'un point de vue scénaristique, c'est dans son esthétique, ses chansons et les détails qui font sa personnalité que le film a su viser juste. Une version de plus à rajouter dans la liste de mes adaptations préférées de cette œuvre. Tad l'explorateur et la table d'émeraude. Si le premier opus de cette saga était sympathique sans plus et que le second était clairement plus faible et moins palpitant, c'est dans ce troisième opus que la saga brille le plus de par son potentiel, son récit, ses enjeux et ses personnages. Un vrai glow-up dont visiblement Paramount se fout vu qu'il se torche avec la cohérence de parution physique. Le premier était sorti en Blu-ray et en DVD, le deuxième était sorti en Blu-ray et en DVD, alors que le troisième est que en DVD. De la cohérence, bordel! Personne ne se serait permis ça avec une saga live action, alors pourquoi dans l'animation ce genre de décision de merde est toléré? Non vraiment, j'aimerais une réponse s'il vous plaît. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Marvel qui ouvre définitivement les portes du multivers avec tous les aspects positifs et négatifs que cela engendre. En effet, difficile de construire une histoire cohérente si de base un personnage peut voyager dans des dimensions parallèles tant toutes les possibilités sont envisageables. Un véritable casse-tête qui, dans cette proposition de Sam Raimi, se tient tout de même et offre beaucoup de bonnes idées et de scènes marquantes. Et ce même si le résultat est un poil frustrant car autant le Madness, ok, il est là, autant le multivers, il est un peu timide je trouve. Jujutsu Kaisen 0. Mon premier contact avec cette licence et j'avoue que le résultat était véritablement prenant. J'ai été séduite par l'univers dépeint et l'ambiance qui se dégage de cette licence où les humains chassent les démons. L'objectif avec ce film était de voir si Jujutsu Kaisen était un univers suffisamment prenant pour que je me penche sur l'anime et cette mission a été brillamment accomplie.
Valiant. Une excellente surprise qui, là encore, pouvait paraître conventionnelle de prime abord, mais qui a su jouer astucieusement avec son concept pour m'emmener là où je ne m'y attendais pas, offrant à ce film une vraie personnalité forte que je salue avec respect et que je revois avec grand plaisir. The Batman. Un récit épique porté par une esthétique léchée, loin de ce que le genre des comic book movies ont pu dresser comme status quo rempli de CGI. Un petit bijou visuel qui porte un scénario efficace, mais peut-être un poil simpliste en comparaison de la prouesse de la forme, bien que j'apprécie sa manière de traiter le Bat de Gotham comme un être imparfait, capable de s'enfoncer dans l'erreur. Elvis. Pour tout ce que je n'apprécie pas spécialement le genre du biopic, le genre m'offre ces dernières années quelques exceptions notables avec Rocketman ou encore ici Elvis. Un film explosif et sulfureux tel le déhanché du King, une œuvre dense dans laquelle Baz Luhrmann se penche sur moult thématiques malheureusement toujours actuelles, un quasi sans faute porté par un tandem Austin Butler-Tom Hanks tout simplement parfait. Sing a Bit of Harmony. Malgré le chara-design un peu quelconque que ce film propose, c'est une histoire feel-good et magnifique sur l'amitié qui me met du baume au cœur, entre rires et moments musicaux très appréciables, c'est un joli moment qui me tarde de revoir et que j'espère apprécier encore plus. Et le dernier film de ce bof film est... Avatar, la voix de l'eau. Ce qui fait que ce film majeur de 2022 échappe de peu au top 20, c'est parce qu'il est surtout à mes yeux le premier pas vers quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Plus qu'un film, c'est la première étape d'un gigantesque voyage à travers l'univers de Pandora. L'histoire s'apprécie autant que les purs moments de contemplation, mais la frustration est là puisque ce film c'est 3 heures de beaucoup de bonnes idées que Cameron a eu du mal à connecter pour donner un récit parfaitement fluide. Mais dans tous les cas, je replongerai avec grand plaisir dans Avatar 2 et j'attends avec énormément d'impatience les futurs films à venir. Et voilà pour la partie positive du bof film. Maintenant, il est grand temps de passer au top 20. Quels sont les 20 films que j'ai le plus aimés en 2022 ? Spoiler, je n'ai pas pu m'empêcher de glisser quelques égalités. C'est parti ! Numéro 20. Whitesnake. Si en 2021, le cinéma d'animation chinois s'était surtout importé chez nous via Netflix avec des films comme New Gods Not Jerry Reborn ou encore Green Snake, c'est bien au cinéma cette année qu'il s'est imposé et clairement, la Chine commence à devenir un sérieux concurrent en termes d'animation. Whitesnake est vraiment très intéressant dans le folklore qu'il dépeint et offre des moments de mise en scène très impressionnants. Et ce ne sont pas les quelques petites maladresses scénaristiques ou un changement de fluidité d'image pas très esthétique le temps d'une petite scène qui suffiront à en faire un mauvais film. J'adore vraiment cet univers à tel point que j'ai déjà pris la peine de le revoir plusieurs fois depuis sa sortie DVD et ça me frustre un peu que sa suite soit condamnée à rester sur un service de SVOD. Et le pire c'est que c'est pas la seule fois cette année, mais j'y reviendrai avec un autre film du top. Numéro 19. Ambulance. Cette année, j'ai brisé un gros a priori que j'avais sur le cinéma de Michael Bay. J'étais tellement persuadé qu'à la manière des films Transformers, je détestais le style Michael Bay. Alors qu'en fait, non. J'aime bien le style Michael Bay. C'est un style très particulier rempli de failles et qui fait que je comprends parfaitement qu'on n'y adhère pas, mais ouais, en vrai, c'est un style auquel je me suis surprise à adhérer. Sauf pour Transformers. Là, je peux toujours pas. Et c'est comme ça qu'Ambulance s'est imposé à ma plus grande surprise comme un des films de cette année. Le concept est simple, mais Bay réussit constamment à le renouveler pour créer au final un film brut, nerveux, avec des enjeux et une tension qui ne redescendent jamais, et qui a réussi à constamment me tenir en haleine d'un bout à l'autre. Et ce, même si je ne suis pas aveugle aux défauts, notamment le découpage parfois anarchique, ou le fait que l'on peut légitimement considérer ce film comme un film criard, bruyant, et donc insupportable. Mais bizarrement, j'ai trouvé que ces défauts au sein du style de Bay devenaient plus des forces du film, renforçant l'intensité de ce dernier déjà bien intense. Ça ne plaira pas à tout le monde, je le conçois, et je comprendrais parfaitement que des gens détestent juste purement et simplement le résultat final. Mais personnellement j'ai adoré. D'autant plus que dans l'écriture des personnages, j'ai pu ressentir un vrai gain de maturité chez Michael Bay en comparaison de ses anciens films. Numéro 18. Werewolf by Night.
Dans la sempiternelle guerre qui oppose Marvel et DC Comics, cette année, c'est Marvel qui l'emporte à mes yeux malgré l'excellente proposition de DC avec The Batman. Mais voilà, cette année, Marvel Studios a fait très fort avec son nouveau format, les Special Presentations. Formule un peu classe pour désigner des moyens métrages. Et autant celui sur les Gardiens de la Galaxie et son ambiance de téléfilm de Noël ne cherchait qu'à offrir un moment mignon, drôle et touchant, ce qui fut pleinement réussi, autant les ambitions de Werewolf by Night sont tout autres. Il y a une vraie envie de rendre hommage aux vieux films de monstres dans l'ambiance visuelle et sonore. C'est pas juste un film en noir et blanc pour faire un peu stylé, non, ça s'imbrique vraiment dans une démarche recherchée et travaillée jusque dans la réalisation au mouvement de caméra lent et classieux. Et, fait rare à souligner chez Marvel, non seulement les effets spéciaux sont plutôt bons dans l'ensemble, non seulement il n'y a pas de touche d'humour pour dédramatiser un enjeu, mais en plus il y a une vraie iconisation du protagoniste. Au final, entre la musique de The Batman et la réalisation de Werewolf by Night, le grand vainqueur de 2022, c'est Michael Giacchino. Et franchement, respect monsieur. Numéro 17. The Woman King. Grosse surprise qu'a été ce nouveau long métrage de Gina Prince Bythewood. Après le sympathique mais pas spécialement inspiré The Old Guard sorti sur Netflix, ça fait du bien de voir un film à l'opposé complet. Puissant, coloré et surtout dépaysant, ça fait du bien qu'enfin un film grand public se penche sur des pans de l'histoire et des cultures africaines et les mette enfin ainsi sur le devant de la scène. Ça paraît tout con mais des films qui traitent de l'histoire de ce continent, y en a pas tant que ça, alors que... il y a matière à raconter des grands récits et ce film a su le prouver. Après, il y a quelques petites choses à revoir, notamment le montage qui a tendance légèrement à s'affoler quand les scènes d'action arrivent, mais en dehors de ça, pas grand chose. Franchement, ce serait bien qu'Hollywood se penche sur le potentiel cinématographique sur lequel The Woman King a mis le doigt, ou mieux encore qu'il aide le cinéma africain à s'exporter à l'international. Mais bon, ça, je pense qu'on peut rêver encore un peu. Numéro 16. Avalonia, l'étrange voyage. J'adore Disney, c'est un secret pour personne. Mais alors avec ce film, Disney a vraiment chié dans la colle. Car non content de nous priver encore d'un film d'animation en salle, c'est avec la 5e fois qu'ils nous font depuis le Covid, Disney a démontré de manière on ne peut plus claire qu'il est une quiche en marketing et que la seule raison qui fait que ces films fonctionnent au box-office, c'est parce que Disney a associé son image à des films familiaux dans l'inconscient collectif. Et en plus de ça, Disney a toujours eu cette fâcheuse réputation de ne jamais réussir à vendre de la science-fiction. Alors comprenez bien qu'un film d'animation à l'ambiance Jules Vernienne, dont la sortie est prévue en pleine période où d'un côté Disney utilise ses films pour faire du chantage avec la France vis-à-vis de la chronologie des médias, et de l'autre Disney ne voulant se fâcher avec personne et surtout pas avec des associations conservatrices américaines, Disney s'est retrouvé avec ce film sans trop savoir quoi en faire, et donc a décidé de ne rien faire. Avalonia est un film honteusement tué dans l'œuf, alors que c'est un film rempli à ras-bord de bonnes intentions, d'envie de bien faire, de bons personnages, un film dans la lignée des derniers films Disney et Pixar traitant des maux familiaux, chose qui me touche énormément. Franchement, ça m'attriste énormément de voir que ce film a été planqué, comme s'il avait été la honte du studio alors qu'il ne mérite pas ça. Mais j'espère au moins que l'échec de ce film et les promesses autour de Wish, le prochain film des Disney Animation Studios, marqueront ensemble un renouveau artistique dans le studio aux grandes oreilles. Car comme on a pu le voir ces dernières années, et surtout cette année, la qualité du cinéma d'animation a fait un vrai bond en avant, et Disney a tout intérêt à retravailler la direction artistique de ses films d'animation s'il veut rester au niveau. Mais par pitié, voyez Avalonia. C'est peut-être pas le meilleur Disney, mais c'est un film qui a beaucoup à offrir et qui n'attend qu'une chose, c'est de trouver son public. Numéro 15. Violent Night. Changement drastique d'ambiance et il y a un truc que j'ai jamais eu l'occasion de dire en vidéo, mais j'adore les films de Tommy Wirkola. Hormis son Seven Sisters que j'aime pour d'autres raisons, je trouve son cinéma vraiment fun. C'est à mes yeux un des réalisateurs qui réussit le mieux à faire des films joyeusement gore, comme j'aime les appeler. Des films avec beaucoup de violence graphique et des gerbes de sang, mais sans jamais que cela ne devienne écœurant. Le résultat est toujours jubilatoire et amusant. Et Violent Night, c'est parfaitement ça. Un film avec un concept simple et la promesse que tout ce qui pourra tomber entre les mains de notre protagoniste permettra de faire couler le sang pour le plaisir le plus sadique des spectateurs. Bien sûr, de ce fait, le film ne peut que se mettre à dos toute une partie des spectateurs. Mais si le sang n'est pas quelque chose qui vous trigger, vous avez là un bon gros délire qui ne demande qu'à vous amuser. En plus, un nouveau massacre est déjà en préparation, autant vous dire que je signe direct pour un nouveau massacre sur grand écran. Numéro 14. Glass Onion. Quand je vous parlais de saga à moitié en salle, à moitié en streaming. Quand
À couteau tiré est sorti en salle, j'avoue avoir été en partie déçu. Le film est très bien, ça n'est pas le problème, mais j'avoue que la révélation de l'histoire m'avait laissé un peu sur ma faim, ce qui fait perdre beaucoup de points quand le film est un whodunit, vous en conviendrez. Mais en dehors de ça, j'avais beaucoup apprécié le style d'écriture de Rian Johnson, sa réalisation plus qu'efficace et son esthétique cliché. Autant de qualités que j'ai eu le plaisir de retrouver dans ce nouvel opus avec cette fois-ci une révélation d'enquête particulièrement savoureuse et bien pensée. Je ne sais pas si Rian Johnson a d'autres plans concernant les aventures de Benoît Blanc, mais avec cet opus, il est clair que je signe immédiatement pour un troisième opus, pour avoir à nouveau la joie de découvrir un nouveau film qui prendra un malin plaisir à jouer avec mes attentes et mes suppositions pour mieux me surprendre derrière. Oh et Netflix, un effort s'il vous plaît, on le sort en Blu-ray celui-là, merci. Numéro 13. Scream 5. Cette année, mon ami Boomster, dont je vous invite à aller voir la chaîne, m'a convaincu de laisser sa chance à Scream premier du nom, malgré mon non-intérêt pour le genre du slasher. J'ai lancé le film, puis j'ai enchaîné les 4 suites de la saga tant j'ai purement et simplement adoré. Pas que le premier opus, mais toute la saga sans la moindre exception. Je trouve que c'est une saga vraiment intelligente, où chaque film porte son propre message sur le cinéma. Le genre du slasher, le concept de suite, de trilogie, des remakes, et dans cet opus, c'est le concept très actuel des requels, ces films qui ont pour but de semi-rebooter des franchises pour les remettre au goût du jour, un peu à la manière du Halloween de David Gordon Green, pour ne citer qu'un des exemples les plus parlants. C'est vraiment bien pensé et c'est particulièrement savoureux quand le film tacle également les communautés de fans toxiques. Vous savez, les fameux puristes qui feront un scandale aux proportions démesurées parce qu'un nouveau film ne leur a pas plu ou ne convient pas à leur vision. Ce n'est pas pour rien que le parallèle évident avec Star Wars 8 est fait durant le film. Et c'est pour ça que j'aime cette saga. C'est parce qu'elle parle de cinéma et elle en parle bien. Et même pas subtilement, en mode c'est un sous-texte qui prend sens dans le lieu et les interactions des personnages, non! Ça parle frontalement de cinéma et de manière accessible à toutes et tous. Donc ouais, Scream 5 c'est génial, et là dans mon texte je suis censé dire que je suis hype pour le 6ème film, mais je l'ai déjà vu parce que je prends beaucoup trop de retard. On en parlera dans le prochain bilan. Numéro 12. L'enfant du mois de Kamiari. Ce qui fait les films favoris de chacun, outre la qualité de ces derniers, c'est la manière dont ils peuvent résonner avec notre vécu. Et l'enfant du mois de Kamiari a su être très personnel avec moi, car c'est un film qui traite du deuil, de la perte d'un parent, du traumatisme que cela peut créer en nous, et de la charge mentale que l'on s'inflige pour tenir le coup sans cette personne, alors que cela semble si simple de sombrer dans les ténèbres. C'est un film sur le voyage d'un enfant qui, péripétie après péripétie, réussira à refermer sa blessure sous fond de quête dans le monde des esprits, le tout porté par une animation élégante. C'est une œuvre qui a su me faire du bien autant qu'elle a su me faire du mal, et j'espère qu'elle saura vous toucher si vous décidez de la découvrir. Numéro 11. Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Ernest et Célestine fait clairement partie de ces films doudous que je revois avec un grand plaisir sous un plaid avec un bon chocolat chaud à la main. C'est une œuvre aussi feel-good et touchante qu'esthétique, avec son style tout en dessin du plus bel effet. Donc savoir qu'une suite était prévue, bien sûr que j'allais la voir. Et même si ce fameux voyage en charabie s'avère plus léger que son prédécesseur, ce n'est pas pour autant que le plaisir n'était pas présent, bien au contraire. C'est un film là encore très mignon, très drôle et très bon enfant qui fait du bien. Je parle très rarement de mes séances en elles-mêmes car je trouve ça souvent assez superflu et pour cause, je me débrouille toujours pour aller à des séances avec des salles moins remplies. Mais pour le coup, la salle était pleine à craquer et entendre les enfants et les parents ponctuer le film de rire innocent, ça a rajouté quelque chose à l'appréciation que je porte à ce film. Numéro 10. Les Bad Guys et le Chapeauté 2, la dernière quête. Et on rentre dans le top 10 avec une égalité. 2 films qui ont su créer la surprise générale, les 2 films de DreamWorks Animation, Les Bad Guys et Le Chapeauté 2. C'est d'autant plus surprenant quand on regarde un peu plus en arrière et qu'on se penche sur ce que le studio avait proposé en 2021. Le sympathique mais redondant et bancal Les Croods 2, le très superficiel mais regardable Baby Boss 2, et surtout cette immondice de Spirit l'indomptable, je te déteste! Mais alors la comparaison de DreamWorks entre 2021 et 2022, c'est le jour et la nuit. La direction artistique identitaire du studio a subi une refonte drastique, mélangeant de l'animation de synthèse ponctuée par tout un tas de touches d'animation traditionnelles, inspirées par le style novateur de Into the Spider-Verse. Pour commencer, les Bad Guys, c'est un petit vent de fraîcheur dans le studio. Enfin une nouvelle licence. C'était pas arrivé depuis
2019 mine de rien. Et c'est d'autant plus agréable quand c'est un bon film qui fonctionne honorablement au box-office. C'est un film intelligent qui vient questionner l'imagerie de ce que peut être un antagoniste dans un film riche en action, en péripéties, en influence aussi, de Pulp Fiction à Ocean's 11, et je suis ravi du résultat. Et quant au Chapeauté 2, c'est la véritable surprise de la fin d'année. Moi qui trouve personnellement que l'univers de Shrek a fini par tomber dans le ringard, principalement de par le fait que c'est devenu une blague sur internet, je suis la première surprise de voir que cette saga puisse encore aujourd'hui proposer des opus d'aussi grande qualité. Après un premier spin-off aussi sympathique qu'anecdotique, on se retrouve là face à un film avec des enjeux forts, une myriade de personnages charismatiques, tous extrêmement riches en termes de développement, de dramaturgie, et j'insiste encore là-dessus, mais en termes de charisme. Le personnage qui a retourné internet en premier lieu, cette année, DreamWorks a frappé fort et s'est imposé comme l'un des studios d'animation occidentale les plus intéressants, et j'espère que leurs prochains projets seront tout aussi qualitatifs et que 2022 n'était pas un one-shot de qualité. Numéro 9. Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Le Petit Nicolas, c'est un univers qui m'est globalement assez indifférent. Les séries animées ne m'ont jamais attiré et je fuyais les adaptations en film live au même titre que la quasi-totalité des adaptations live de BD. Mais j'avoue que ce film a su capter mon attention de par son style graphique proche de ce que pouvait être le Petit Nicolas à ses débuts, mais aussi de par le bouche à oreille faisant les louanges de ce projet. Et en effet, quelle excellente surprise qu'est ce film! Un film au final plus autobiographique, centré sur la création du personnage et de l'œuvre du Petit Nicolas, et sur à quel point Goscinny et Sampé ont mis une part d'eux dans ce drôle de petit personnage. C'est d'autant plus efficace quand le film prend le parti de faire interagir les protagonistes avec leur création, permettant de forger au sein de ce film une bulle d'intimité, de candeur et d'innocence, offrant moult moments de joie et d'amusement. C'est un film qui fait du bien, qui inspire à la création, mais qui offre aussi un hommage plus que touchant à Goscinny et Sampé. Et s'il y a bien un film sur cet univers à découvrir, c'est bien celui-là à mes yeux. Numéro 8. Les Murs Vagabonds. Hiroyasu Ishida est un réalisateur à la carrière encore jeune. Avant Les Murs Vagabonds, le jeune réalisateur n'a concrétisé qu'un seul long métrage, Le Mystère des Pingouins, un film que j'apprécie beaucoup et que je vous invite à découvrir. C'est un réal qui aime les histoires où le fantastique vient s'inviter dans le quotidien, et ici Les Murs Vagabonds aura su être une œuvre forte et particulièrement intense. Et tout ça grâce à ses personnages. Tous les protagonistes de ce film ont des personnalités très fortes, développées dans des dialogues toujours extrêmement bien pensés, qui font que même les personnages de prime abord particulièrement détestables réussissent à devenir attachants, car rien n'est dit de manière gratuite ou superficielle dans ce film. J'ai énormément d'affection pour ce film, et j'espère qu'Hiroyasu Ishida saura nous proposer des films d'aussi grande qualité à l'avenir. Ça me tue que ce film soit sorti sur Netflix, car je suis sûr qu'il aurait trouvé son public en salle, et surtout parce que, comme la grande majorité des films d'animation qui sortent sur Netflix, la communication autour de ces derniers est tout bonnement inexistante. Et ça n'est malheureusement pas le dernier cas dans ce classement. Mais bon, si Netflix respectait l'animation, ça se saurait. Numéro 7. Le Visiteur du futur. Après la légère déception qu'a été le film Kaamelott en 2021, c'est au tour de cette autre pierre majeure de la pop culture française de passer sur grand écran. Et pour le coup, c'est un grand oui pour moi. C'est vraiment un film fort, ambitieux, qui a su jongler habilement entre être un film pour les fans et être un film accessible à tous. Et ce, avec des enjeux palpables. Ça fait du bien d'avoir eu droit à un film de science-fiction autant mis en avant. On a tendance à dire que le cinéma français c'est de la merde, que c'est juste des comédies nulles et des drames chiants, alors que... non. En fouillant un peu, on se rend compte qu'il y a toute une nouvelle vague de réalisateurs, dont François Descraques fait partie, qui veulent changer le visage du cinéma français dans l'inconscient collectif. Je pense par exemple à Romain Quirault, à Mathieu Turi, ou encore à Yann Gozlan, des réalisateurs ambitieux qui veulent proposer un autre cinéma français, auquel j'adhère totalement. Le Visiteur du futur, c'est un projet passionné et passionnant, dont j'apprécie chaque instant. Et même si c'est un film qui se suffit parfaitement à lui-même, le potentiel d'une suite est là. Alors si l'occasion se présente un jour, j'espère qu'elle aboutira sur un nouvel opus tout aussi qualitatif. Numéro 6. Le Destin des Tortues Ninja, le film, et Enter Galactic. Deux films d'animation sortis sur Netflix, mais surtout deux gigantesques bijoux visuels. Le Destin des Tortues Ninja, c'est donc le film apogée de la série éponyme, et pour cause,
c'est le meilleur comic book movie de cette année. C'est un film épique au possible avec un style graphique magnifique avec des pures scènes d'iconisation. Franchement, ça fait du bien d'avoir un film de super-héros qui se prend au sérieux, qui croit à son histoire, qui croit à son concept, comme The Batman et Werewolf by Night. Le formatage du genre n'est pas systématique. Et le destin des Tortues Ninja montre là encore à quel point faire des films d'action en animation décuple la force de ces dernières. Et c'est là encore, comme Le Visiteur du Futur, un film accessible même pour ceux qui n'ont pas vu la série. Série que je vous conseille tout autant que le film. Bref, carton plein pour ce film qui, là encore, a été complètement invisibilisé par Netflix, malheureusement. Contrairement à Intergalactic, qui a bénéficié d'un minimum de communication car vendre un film avec le nom de Kid Cudi, ça devait sans doute aider un peu. Mais ouais, ce film est un projet porté par Kid Cudi pour raconter une histoire en images en parallèle de son album éponyme. Et c'était véritablement impressionnant. Une histoire d'amour très simple, mais en même temps très réaliste, très naturelle, avec ses hauts, ses bas, ses moments de rire, de joie, ses moments intenses, ses disputes. Et si l'histoire est épurée, le visuel, lui, est complètement dingue. Outre les films DreamWorks cités ci avant, ce film, avec ses couleurs vives et son ambiance pop urbaine, confirme qu'au-delà d'être un excellent film, Spider-Man Into the Spider-Verse est officiellement un film majeur qui a marqué le cinéma d'une pierre blanche. Numéro 5. Alerte rouge. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal avec la thématique principale du traumatisme générationnel qui est au cœur de l'animation des derniers Disney et Pixar, comme Encanto ou Avalonia. Mais personnellement, c'est une thématique qui me parle énormément. Ça fait du bien d'avoir des films comme celui-là qui, au travers du visionnage, permet d'exorciser certains démons que j'ai pu avoir vis-à-vis de la toxicité parentale, qui contrôle toute ton existence et qui te laisse très peu de liberté tout en faisant passer ça pour de l'attention à ton égard. Ça paraît caricatural, mais je peux affirmer haut et fort que non. Et voir un film traité de ça, qui plus est un film d'animation, qui plus est un Pixar, moi qui suis très attaché à ce studio, ça ne pouvait donner qu'un film que j'allais adorer. Dommage là encore que Disney l'ait sorti directement sur Disney+. Mais bon, le mépris de l'animation, on ne connaît que trop bien, malheureusement. Et à partir de maintenant, considérez que chaque film dont je vais parler est un potentiel numéro 1. Je les ai classés pour jouer le jeu, mais tous les films du top 4 pourraient être mon film de l'année. Numéro 4. La chance sourit à Madame Nikuko. Le contexte où l'on découvre une œuvre est tout aussi important que la qualité de l'œuvre en elle-même. Le contexte de découverte peut tout autant sublimer l'œuvre que la ruiner aux yeux du spectateur. Et cette année, ça n'a jamais été aussi vrai pour moi qu'avec La chance sourit à Madame Nikuko. C'est en effet un film extrêmement feel-good, absolument somptueux, avec l'un des personnages les plus positifs que j'ai pu voir dans une œuvre en la personne de la dite Madame Nikuko. Mais c'est aussi un film que j'ai découvert il y a maintenant 3 ou 4 mois, quand une porte s'est ouverte à moi, qu'une main m'a été tendue et que j'ai enfin pu évoluer au-delà d'un problème qui me rongeait jusqu'alors. La chance sourit à Madame Nikuko est certes un film que j'adore, mais c'est également un film qui m'a fait énormément du bien. Quand le film s'est terminé, je pleurais. Je pleurais d'émotion devant le film, mais je pleurais aussi car enfin, après des mois de tracas, je me sentais enfin plus heureuse dans ma vie. Numéro 3. Wendell et Wild. Parfois, vous avez des films, des séries, vous savez qu'elles vous sont destinées. Parfois, il y a des œuvres où, dès que vous apprenez leur existence, vous savez que peu importe le temps qu'il faudra attendre, peu importe ce qu'en diront les autres, vous savez que c'est une œuvre que vous allez adorer du plus profond de vous-même. Et cette œuvre, cette année, c'est Wendell et Wild, le nouveau bébé d'Henry Selick, réalisateur à la filmographie merveilleuse, bien que trop maigre à mon goût. Ça faisait 14 ans qu'on attendait un nouveau film de sa part, et de mon côté, ça n'a pas loupé. J'ai été conquise d'un bout à l'autre du métrage. J'ai retrouvé dans Wendell et Wild tout ce que j'aime dans le cinéma d'Henry Selick, et même plus encore. Alors certes, c'est pas avec cet argumentaire que je vais vous vendre Wendell et Wild comme un bon film, surtout en comparaison des nombreux retours qui ont été déceptifs. Mais Wendell et Wild, c'est un film de cœur. C'est un film où la notion d'objectivité a encore plus disparu que d'habitude. Numéro 2. Freaks Out et Everything Everywhere All at Once. J'ai beaucoup parlé de comic book movie dans ce bilan, qui est le terme un peu plus large pour parler des films de super-héros,
Mais le constat global qui est fait vis-à-vis du genre, et ce depuis déjà plusieurs années, c'est que c'est un genre qui a tendance à s'uniformiser et à perdre en saveur et à se formaliser. Et ce principalement à cause de la tendance des univers cinématographiques. Parce que parler de saga c'est surfait maintenant, hein. Et si j'apprécie toujours autant le genre dans ses propositions les plus convenues, je ne peux pas nier que ces reproches soient légitimes. Et pourtant cette année nous a offert 2 propositions de cinéma complètement folles, assez proches de ce genre, mais qui lui ont mis une mandale cosmique d'un point de vue qualitatif et artistique. Everything Everywhere All At Once est probablement le plus parlant des deux, car faisant partie de cette liste d'œuvres de cette année basée sur le concept de multivers. Et là où on pouvait sentir qu'un film comme Doctor Strange 2 avait du mal à exploiter ce multivers à cause de tout le lore préexistant, ici on a le droit à un film libre, un film fou et surdynamique. Il y a un peu des phrases typiques de connards cinéphiles prétentieux comme « ce film transpire le cinéma », des phrases qui veulent tout et rien dire en même temps, mais là, Everything Everywhere All At Once est tellement une proposition atypique, surtout d'un point de vue du montage, que je pense que même un néophyte pourrait comprendre en quoi, effectivement, ce film transpire le cinéma. Ici, le concept de multivers permet aux Daniels d'explorer tous les recoins du cinéma, tous les registres, de faire de l'action, de la comédie, du drame, de l'horreur, du fantastique, de jouer avec le format de l'image, de passer d'un médium à l'autre, d'exploiter tout un tas d'idées de la plus recherchée et esthétique à la plus absurde, de celle qui demande de planifier chaque plan de chorégraphie de combat au millimètre près à celle bricolée avec un décor, 2 cailloux et des googly eyes. Ce film est fou, et c'est au final un film qui porte extrêmement bien son nom. Il y a tout dans ce film, littéralement. Et quant à Freaks Out, pareil, c'est un film complètement insane qui fourmille d'idées à chaque scène, à chaque plan. Pour celles et ceux qui veulent la comparaison, c'est un peu un X-Men en pleine Seconde Guerre mondiale, mais alors en tellement mieux. C'est là encore un film généreux sur une bande de marginaux qui voulaient fuir la guerre, mais qui vont malgré eux se retrouver au cœur de cette dernière, et tout est incroyable dans ce film. Dès la scène d'intro, le film pose ses balls. La scène d'intro, c'est un mélange condensé de tout ce que le film va nous faire traverser en termes d'émotions. On va rire, on va être émerveillé, mais on ne sera pas non plus devant un film tout gentil et tout mignon. Ça sera intense et dur par moments, et ça n'hésitera pas à mettre les pieds dans le plat, quitte à déranger. Et la qualité ne baisse jamais durant le film. Tout fait sens. Il y a des scènes qui relèvent du génie pur tellement elles sont absurdes sur le papier, mais une fois mises en scène, elles forgent les plus grands moments du film. Il y a tellement de choses à dire sur Freaks Out, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à en faire le tour. C'est un film à voir. C'est un film à voir, à revoir, à soutenir, à partager, car c'est un film qui le mérite complètement. Et j'espère que Gabriele Magnetti aura droit à une explosion de succès dans sa carrière, car là encore, c'est un réalisateur qui a envie de bousculer le status quo, qui a envie de prouver qu'on n'a pas besoin d'être dépendant aux États-Unis pour avoir non seulement des films de grande qualité, mais surtout pour avoir du cinéma audacieux, qui ose faire de la science-fiction, du fantastique, de l'horreur, de l'action, ici en Europe, et ça fait plaisir. Numéro 1. De l'autre côté du ciel. Eh bien oui, après avoir trash talk sur le cel shading tout au long de ce bilan, c'est un film qui en contient qui est mon film préféré. Parce que oui, quand c'est utilisé comme une solution de facilité, c'est détestable, mais comme je l'ai déjà dit, ça n'est pas systématiquement le cas. Ce qui est de marrant, c'est que j'ai eu l'occasion de commencer l'année avec une avant-première de ce film, en me disant que 2022 commençait très fort. Et malgré de très belles propositions tout au long de l'année, jamais un autre film n'a su me toucher autant que ce film a su me toucher. Freaks Out a failli passer devant à un moment, mais quand De l'autre côté du ciel est enfin sorti officiellement, ma deuxième séance m'a confirmé que cet univers, cette histoire, ces personnages, tout ce film, j'ai tout trouvé émerveillant. Et comme dit un peu avant, même si j'ai envie de dire que les 4 premières places de ce top sont des top 1 qui ont gagné leur place parmi mes films préférés de mon existence, si j'ai décidé de trancher et d'accorder la première place à De l'autre côté du ciel, c'est parce que c'est un film qui m'a accompagné tout au long de l'année, sans jamais faiblir dans mon inconscient. De l'autre côté du ciel, c'est un film merveilleux à chaque instant. Et voilà, cette vidéo bilan touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Elle en a mis du temps à sortir, mais je suis extrêmement fier du résultat, et ça, c'est tout ce qui compte. Vous pouvez soutenir la chaîne en likant et en partageant la vidéo, n'hésitez pas à me donner aussi vos films préférés de 2022 en commentaire, et abonnez-vous pour être informé de mes prochaines vidéos à venir. Et en attendant, n'oubliez pas de mater des films, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!